Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler de plein de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Et on commence par Intel. Intel qui est en train de prendre à peu près 8% aujourd'hui sur une rumeur comme quoi SoftBank veut mettre 2 milliards dans le capital de Intel. Ok, donc faut savoir que Intel, ça a été le chaud-froid pendant ces derniers jours. Donc là on est en août, bim, ça descend, bim, ça monte, bim, ça descend et puis ça remonte. En fait, qu'est-ce qui se passe? Intel, c'est la dernière dans la course des semi-conducteurs. Ok. Cela étant dit, c'est la seule qui n'est pas dépendante de TSMC parce qu'elle a ses propres fonderies. C'est elle qui fait ses puces et la plupart de ce qu'elle fait est aux États-Unis. La seule chose dont elle dépend, c'est les machines d'ASML comme toutes les fonderies. Mais elle est très très larguée sur la course des semi-conducteurs. Par contre, Trump a annoncé des tarifs douaniers sur les semi-conducteurs dont il n'a pas encore donné le nombre, c'est-à-dire le pourcentage. Mais il a dit qu'il y en aura. Et AMD et Nvidia ont passé des accords avec Trump pour pouvoir vendre en Chine et un petit peu éviter toute la guerre tarifaire entre les deux pays contre 15% de leur chiffre d'affaires en Chine. C'est énorme, parce qu'on parle de chiffre d'affaires. Quant à Intel, vu qu'elle produit aux États-Unis, elle a rien à dire sur le sujet. Par contre, les clients, tout ça, ça va être impacté avec la guerre tarifaire, avec AMD et Nvidia qui contourent le truc avec l'accord avec la Maison Blanche. Donc Intel n'était pas bien parti. Elle a fait une grosse chute. Par contre, il y a eu des rumeurs comme quoi la Maison Blanche voulait prendre 10% du capital. Ça c'est de 1. Donc un investisseur qui vient, qui prend 10% du capital, ça fait monter les cours de bourse. C'est ce qui s'est passé. Sauf que les États-Unis ont dit, bah, on va pas mettre 10% de notre poche. On va prendre une certaine subvention qu'on allait donner à Intel pour construire une usine, et au lieu de lui donner la subvention, on va la prendre comment dire, on va la prendre et demander à Intel de faire une levée de capitaux pour qu'on ait 10% de capital avec ça. Donc en gros, on va diluer le capital d'Intel pour créer des actions et les donner à l'État pour qu'il ait à peu près 10%. Donc une grosse dilution pour les actionnaires. Et c'est pour ça que ça a baissé hier. Ça a perdu jusqu'à 8%, je pense. Donc faut savoir que je parle, il est le mardi 19 août 2025. Donc voilà, c'est une saga Intel. Et aujourd'hui, on oublie la dilution et on se rend compte que en fait l'État est peut-être là parce qu'il croit en nous et parce que peut-être qu'il va annoncer des tarifs douaniers sur tout le monde et que nous on est protégés parce qu'on est aux États-Unis. Et en plus SoftBank qui est engagé sur le projet Stargate, où ils ont annoncé des centaines de milliards d'investissements aux États-Unis, bah, eux ils commencent déjà avec 2 milliards. Donc les investisseurs sont pris par une envie de spéculer sur Intel. L'entreprise, elle est au plancher du plancher. Donc on peut dire qu'elle est sous-évaluée par rapport à son historique, évidemment. Par contre, elle ne fait pas de bénéfices et elle a beaucoup trop de capex, elle est en retard par rapport aux autres. Et les capex, c'est parce qu'elle a des fonderies. C'est pas des boîtes de conception et de design de semi-conducteurs comme Nvidia et AMD. Donc voilà, Intel, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai fait un petit coup l'été dernier, je me rappelle plus, mais j'ai fait un petit coup il y a pas si, enfin si, il y a pas mal de mois. Enfin oui, c'était fin 2024, je me rappelle. J'ai pris, c'était à peu près vers les 19-20 et j'ai vendu vers les 25-26. Voilà, donc un petit coup, je me rappelle, c'était quoi? C'était 20%, un truc comme ça. Et puis je suis sorti et puis voilà. C'est pas le genre d'entreprise que je prendrais pour investir à long terme. Faut faire des coups avec ce genre de truc. Ça monte fort, ça baisse fort. C'est pas un truc qui a un moat ou un avantage compétitif. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à Intel. Et aujourd'hui, tout le Nasdaq est en train de baisser. Regardez là, il est moins 1,21%. Et parce que bah, on a les Nvidia et les AMD qui sont en train de... Bah, déjà, Nvidia, il était à moins 3,5 tout à l'heure. Hein. Là, il remonte. Ouais, là, il remonte. Hein. Donc elle a une bonne bougie. Les AMD aussi, ils sont en train de sink, de couler. Parce que regardez. Ouais, AMD, tout à l'heure, c'était à moins 6%. Donc là, on est à peu près moins 5. Ça va, on rachète. Mais voilà, c'est un sell-off. C'est une vente généralisée sur tout le secteur. On en a marre
que ça monte jusqu'au ciel sans que ça s'arrête. Palantir aussi, ça s'effondre. Et puis, ouais, voilà, moins 9%. Donc, toutes les entreprises technologiques sont en train de baisser pas mal. Et regardez-moi ces valorisations aussi. À un moment, il faut être raisonnable. AMD, c'était un bon coup vers les 100 dollars. Ça a même touché les 80, les 70, je pense même, pendant avril. Mais là, 160, 170, 180, non, c'est trop. Palantir, n'en parlons même pas. Nvidia, tout ça, pour moi, c'est devenu trop bizarre, la tech américaine. Mais bon, on vend, on a un petit peu envie d'alléger et de prendre nos bénéfices par rapport aux prochaines réunions de la Fed et toutes les données sur l'emploi, toutes les histoires de baisse de taux. Et puis voilà, hein, il y a encore les tarifs douaniers qui nous pendent au nez. Il y a plein de choses qui ne sont pas très rassurantes par rapport à des valorisations aussi élevées. Mais bon, ceux qui savent faire du trading ou jouer des coups, il y a toujours des coups à jouer sur ce genre de truc. Là, par exemple, sur Palantir, c'est abusément surévalué. Et peut-être c'est un coup à jouer. Moins 9 demain, ça peut faire plus 5 ou plus 6. Vous aurez du plus 6 gratos sur une petite position avec un risk management. Vous mettez un stop loss et voilà. Mais après, bon, moi je fais pas ça, mais c'est possible, c'est possible. Voilà donc ce qui se passe par rapport au Nasdaq, par rapport à la tech et surtout par rapport à Intel. Du coup, je voulais vous parler aussi du pétrole parce que on a plein de choses qui sont en train de se passer en ce moment et on a Total qui a bien monté alors que le pétrole a bien baissé en ce moment. Le pétrole, alors est-ce qu'on a ici les matières premières? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Voilà, donc le Brent, moins 1%. Et depuis le 1 janvier, c'est moins 12. Sur les 5 derniers jours, il a rien fait, en fait. Et là, le pic que vous voyez, c'est pendant Israël-Iran, la guerre. Ça a rebaissé, ça a stagné, ça a monté légèrement, et puis voilà, ça se dégonfle. C'est ridicule. C'est ridicule, surtout que, je vais vous dire, j'ai deux infos. La première info, c'est que les puits sont en train de s'effondrer. Les puits exploités, pardon. Et je parle pas partout dans le monde, parce que partout dans le monde, il y a une problématique d'assèchement des puits. Le taux d'assèchement des puits en Arabie Saoudite, par exemple, c'est de 5% par an. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc il faut des gros capex pour redéployer les foreuses et faire des études géotechniques pour trouver d'autres puits, parce qu'il y en a sûrement. N'oubliez pas que le pétrole, c'est le deuxième liquide le plus abondant sur Terre à part l'eau. Mais tout ça, ça nécessite de l'argent. Mais moi, ce que je dis par rapport au puits qui diminue, c'est par rapport au Permian Basin, c'est-à-dire le bassin permien. Le bassin permien aux États-Unis, c'est là où il y a toutes les techniques. En anglais, on dit the shale industry. The shale industry, en anglais, on va dire, c'est pas les sables bitumineux, ça c'est au Canada, c'est le pétrole de schiste. Voilà. Le pétrole de schiste, c'est la révolution qu'ont trouvé les pétrolières américaines en rachetant toutes les petites entreprises et en arrêtant les capex quand le prix est trop bas par rapport à la rentabilité et en utilisant toutes les réserves qu'avaient ces petites startups. Donc, les États-Unis ont eu une certaine, comment dire, une fausse image par rapport au monde, comme quoi c'était des très gros producteurs. C'est le cas. Parce que les producteurs américains, les majors, ont acheté presque toutes les startups clés qui avaient des grandes réserves stratégiques. Elles ont enlevé les capex pour rester rentables et redistribuer aux actionnaires. Et les réserves, on est en train de les taper. Voilà, donc on essaie de redéployer le capex intelligemment, faire du forage directionnel, plein de technologies. Mais on essaie de faire plus avec moins. Mais à un moment, il y a Baker Hughes, c'est une société qui fait de l'équipement pour parapétrolier. Bah, cette société-là, chaque semaine, elle sort le nombre de puits exploités et en fait, il ne fait que baisser. Un seul a été réouvert depuis le début de l'année 2025, voire 2024, parce que ça ne fait que baisser depuis très longtemps. Voilà, donc on a ça, c'est la première chose dont je voulais parler. Le nombre de puits baisse, donc à un moment donné, avec l'assèchement, avec tout ce qui se passe, la production va baisser. La production non OPEP va baisser. Et puis, on a l'autre problématique qui concerne tout le monde, c'est l'assèchement, non pas des puits de pétrole, mais de l'eau. L'eau est importante dans l'industrie pétrolière.
J'ai disparu un petit peu les dernières semaines pour étudier bien le sujet en profondeur, et pas que les ratios financiers, mais comment ça fonctionne en fait. Bah, je sais pas si vous aimez bien le sujet, mais regardez, vous creusez un puits. Vous avez une pompe, n'importe quelle technologie, vous pourrez pomper du liquide. Ok, comme par exemple au Moyen-Orient. Dès que tu creuses, il y a du pétrole, comme dans les dessins animés. Dans le Permian Basin, c'est-à-dire le bassin permien, en fait, le bassin permien, c'est pas un bassin pétrolier, c'est un bassin d'eau. Regardez. Il est bien évidemment au sud des États-Unis, à côté du Texas. Ouais, voilà, c'est là. Donc, c'est le truc rouge là. Bon, Internet n'est pas d'accord avec moi, mais bon, en fait, il y a beaucoup d'eau là. Il y a beaucoup de lacs, beaucoup de marécages, des trucs comme ça. Et quand vous creusez en dessous de tout ça, vous avez du pétrole. Sauf que il est difficile à ramener ce pétrole, et en plus, il est mélangé avec plein d'autres matériaux. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le faire sortir de ces trous-là? Parce que les pompes ne fonctionnent plus tellement c'est profond et tellement la matière qu'on extrait n'est pas brute, bah, on utilise de l'eau. On injecte de l'eau à très haute pression dans le puits pour que ça fasse l'effet contraire et que ça fasse une contre-pression et ça nous fasse remonter le pétrole. Si ce n'est pas de l'eau qu'on utilise, on utilise de la vapeur d'eau. Et ça, c'est très très utilisé en Arabie Saoudite également, mais aussi dans les pays comme l'Iran. Et dites-vous que l'Iran, maintenant, sont dans une crise majeure de sécheresse. Non pas par rapport aux pétrolières, mais une crise de sécheresse, enfin pas globale, mais au niveau du pays. Ils n'ont plus assez d'eau pour boire, les gars. Ben, dites-vous que s'ils n'ont plus assez d'eau pour boire, l'eau qu'ils vont utiliser dans les puits de pétrole, bah ils vont pas le faire. Ils vont préférer mettre à disposition de l'eau pour leurs citoyens et minimiser ou diminuer la quantité d'eau pour le pétrole. Et bah du coup, ça va faire baisser la production. Les clients des Iraniens, c'est-à-dire la Chine, commencent déjà à racheter des Russes. Maintenant que les Indiens avec les Russes, il y a un petit peu de je sais pas si j'achète, si je fais la guerre aux États-Unis avec les tarifs, tout ça. Mais les Chinois, ils commencent déjà à prévoir le coup. C'est-à-dire que il va y avoir pas une pénurie, mais une baisse de la production globale. C'est sûr. Et elle ne va pas arriver dans longtemps. Elle va arriver dans pas longtemps. Une baisse de la production du pétrole non OPEP à cause de ce qui se passe sur le bassin permien et dans l'OPEP à cause de la sécheresse surtout. Et de la sécheresse des puits, comme l'a annoncé le PDG d'Aramco, la saoudienne, la majeure saoudienne. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est le sujet de l'électricité, parce que je vois que beaucoup de personnes confondent électricité et pétrole. Je vous explique en fait ce qui se passe. On parle avec les data centers, l'intelligence artificielle, tout ça, d'une explosion de la demande sur l'électricité. C'est hyper vrai. L'électricité, il y a déjà des pénuries énormes d'électricité dans les pays développés, tellement la demande est en train de croître à des niveaux phénoménaux. Dites-vous que les Magnificent Seven, c'est-à-dire Google, Amazon, tout ça, ils sont en train d'acheter des centrales nucléaires pour leurs services. C'est-à-dire une centrale nucléaire dédiée au data center de Google. Un data center dédié pour alimenter les data centers pour le cloud d'Amazon, par exemple, Amazon WS. Donc, c'est une demande qui va exploser. Sauf que la demande d'électricité qui va exploser ne veut pas dire que le pétrole va suivre avec une augmentation. Parce que le pétrole est très rarement utilisé pour générer d'électricité. Par exemple, la Chine utilise moins d'1% de son électricité à base de pétrole. L'Inde également. Donc dites-vous que, bah, en fait, je les comprends, c'est pas pratique. L'électricité, elle vient d'où? Elle vient soit des renouvelables, soit du nucléaire, soit du gaz. Et la façon la plus simple de transporter du gaz, si on veut éviter les infrastructures très chères, pipeline, tout ça, c'est le gaz naturel liquéfié. On le met dans des tankers, des bateaux, bim, ça transite, on prend le bateau, on gazifie, et puis on l'utilise. C'est exactement ce qui se fait en ce moment. Et du coup, vu que c'est la chose la plus simple qu'on peut contrôler le plus, parce que n'oubliez pas que le nucléaire, pour que ça soit rentable et pour que ça soit pratique, il faut que ça soit une alimentation permanente.
c'est pertinent sur un data center H24 par exemple. Mais sur la demande globale qui est en train d'exploser, que ce soit l'urbanisation du monde, que ce soit les autres conséquences de le réchauffement climatique par exemple. Le monde a de plus en plus chaud, les gens ont de plus en plus besoin de clim, ça génère une demande d'électricité qui n'est pas stable. Et bah du coup, les centrales nucléaires seront peut-être un bon investissement pour tout ce qui est alimentation de l'intelligence artificielle, mais le gaz sera toujours la meilleure option pour l'alimentation civile, couplée avec des solutions renouvelables à très bas prix et puis avec des infrastructures qui coûtent pas cher, qui ont été amorties. Je sais, je commence à parler technique, tout ça, mais mettez pause, remettez la vidéo, remettez les passages clés et il y a plein d'infos que je suis en train de balancer. Du coup, faut pas faire l'amalgame pétrole-électricité. Le pétrole, ça sert au transport. L'électricité, ça sert à créer de la puissance. La puissance qui fait tourner des trucs comme la climatisation, comme des bases de données, comme la lumière, les trucs comme ça. Vous voyez? Par contre, le pétrole, on peut l'utiliser aussi pour créer de l'électricité, mais on l'utilise surtout et presque uniquement pour le transport. Le transport qui est aussi quelque chose qui se développe massivement. Les pays commencent à mettre des bases aériennes entre les villes, parce que normalement il y a le train qui consomme du diesel si c'est diesel, ou de l'électricité si c'est une installation avec des caténaires et tout. Mais sinon, si c'est des avions, ça consomme du kérosène, c'est une branche pétrolière. Si c'est pas des trains ni des avions, ça sera des cars, des bus, diesel pour l'instant, et ça va durer. Sinon, si c'est pas ça, ça va être quoi? Des voitures diesel, parce que les infrastructures, bornes de recharge, tout ça, c'est pas prêt de venir dans les parties les plus peuplées du monde, comme l'Inde, comme l'Afrique, tout ça. La Chine y travaille. Et la Chine, justement, elle veut réduire sa dépendance au pétrole en électrifiant le plus possible. Par contre, en électrifiant le plus possible, ils auront besoin de plus de gaz, de plus de nucléaire, de plus d'énergie hydraulique à base de, comment dire, à base de turbines hydrauliques, plein de technologies. Mais ils restent les plus grands importateurs de pétrole quand même. Donc voilà, je voulais juste clarifier ça parce que on me dit demande d'électricité qui monte, donc le pétrole va monter, donc faut acheter du Total. Non, faut acheter du Total. C'est pas un conseil en investissement. Faut acheter du Total parce que c'est sous-évalué, parce que c'est les premiers et les leaders en gaz naturel liquéfié dans le monde. Donc jouer Total, c'est jouer du gaz pour l'électricité. Jouer Total, c'est jouer l'énergie renouvelable pour l'électricité. Donc c'est de l'électricité aussi, mais aussi jouer le pétrole qui est sous-évalué, qui va remonter à un certain moment quand on remarquera la baisse de la production. Donc, Total, c'est pour jouer l'énergie et le pétrole, et si on veut, les énergies renouvelables quelque part. Et bien évidemment, tout ça avec une redistribution, blablabla. Je ne vais pas parler de l'entreprise, mais c'est juste pour clarifier ça. On peut, j'aime pas dire jouer, mais on peut investir et être exposé sur, dans tous les secteurs de l'électrification avec tout ce qui est Schneider Electric. On électrifie, on automatise, on robotise, tout ça, ça a besoin d'infrastructures énergétiques. Ce que fait Schneider Electric très bien. Par rapport à tout ça, voilà, les semi-conducteurs, on en aura toujours besoin, mais c'est très très cyclique. C'est cyclique et enfin l'énergie à ce prix, c'est-à-dire à un prix tellement bas, c'est limite si je considère pas ça comme du défensif maintenant qu'il y a l'aspect électricité. Parce qu'il faut pas oublier, les ExxonMobil, Chevron, tout ça, c'est des poids lourds pétrole, mais c'est pas si poids lourd que ça niveau électricité. Parce qu'ils s'en foutent en fait. Leurs marges sont meilleures en pétrole. Pourquoi faire? Par contre, Total s'efforce à être rigoureuse dans leur plan de capex pour investir dans les énergies renouvelables, pour réduire leur dépendance au pétrole, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Quand je vous dis que l'électricité, tout ça, ça va être une question de gaz et non pas de pétrole. Mais bon, voilà. Donc on parle de Total Energy, on parle de pétrole, on parle de gaz, on parle de semi-conducteurs, on parle d'Intel, on parle de plein de choses. Et puis voilà, les prochaines vidéos, peut-être que je parlerai de comment faire l'analyse fondamentale secteur par secteur. Après, dites-moi dans les commentaires si un secteur en particulier vous intéresse. Et par rapport à mon portefeuille, aujourd'hui, j'ai allégé du Schneider pour renforcer du Total. Je renforce massivement pour l'instant.
Et même si j'ai allégé de Schneider, j'en rachèterai dès que ça baissera un petit peu. Je fais de l'arbitrage tout simplement. Pour l'instant, mon portefeuille est quasiment ultra concentré sur 3 entreprises dans l'ordre total, beaucoup, 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 puis ASML, puis Schneider. Voilà, par rapport aux techno américaines, je m'abstiens pour l'instant. J'ai déjà fait des bons coups début d'année et en avril. J'attendrai pour faire autre chose. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu d'informations et vous aura été utile. Merci et bonne journée à vous.